très fier d'être le maître de cérémonie et d'ouvrir la journée. Vous allez bien? On a des gens qui viennent du Lac-Saint-Jean. Ben, levez donc la main, les gens du Lac-Saint-Jean. Merci. De la Côte-Nord aussi, quand même. Hein? De Gatineau, je crois. Oui, merci. Et bien sûr, de l'Estrie. Levez donc la main, l'Estrie. Merci. Région de Québec. Centre du Québec. Québec, merci. Centre du Québec aussi. Oui, hein? Mauricie. C'est vrai, on ne faut pas les mettre. C'est pas la même chose. Bas-Saint-Laurent. Ouais. Merci. On est en feu. Montréal. Oh yeah. Merci. D'autres régions? Laurentides. Ben oui. Ben oui. On a même le maire, un maire des Laurentides avec nous. Alors. Oh oui, c'est vrai. Et quelle région que j'ai oubliée? Gaspésie. Ah, wow, merci. Une personne de la Gaspésie, un courageux? Merci. Bravo. Et je peux vous dire, les conférenciers, moi je vais faire ce cours parce que les conférenciers sont en feu, ont hâte de vous en parler, s'en font parler, mais en parlent beaucoup aussi. Alors vous allez voir, je vais être assez bref dans les présentations parce qu'ils ont bien hâte. Et je sais que vous avez hâte parce que soit vous êtes dans des projets directement ou soit on vous interpelle beaucoup là-dessus. On se rappellera, on est passé de quoi? Il y a à peine 4 ans, une ville qui avait l'ouverture et qui était rendue là. Aujourd'hui, on est rendu à une trentaine de villes et ça va à vitesse grand V. Alors, ben voilà, pour nous, c'est à notre connaissance. C'est le premier colloque du genre sur l'avenir des micro- et mini-maisons, mini-habitations. Et dans le fond, pourquoi je suis là, pourquoi on est impliqué aussi, les coops d'habitation, hein, c'est une forme collective, hein, ça se veut responsabilisant, communautaire et abordable. Et dans cette logique-là, les mini-maisons, jusqu'à maintenant, il y a l'esprit que les gens se disent, j'ai ma mini-maison, je prends ça en charge, mais il y a un avantage aussi à être dans un projet d'ensemble avec plusieurs mini-maisons qui nous permet d'intégrer énormément d'éléments. Mais ça, je n'irai pas plus loin, vous allez en voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Alors, comment se déroule la journée? Ben, d'abord, on a 4 panélistes avec nous, et non les moindres. Donc, des allocutions qui vont d'abord être faites par Richard Pinchot, initiateur du projet Le Petit Quartier, hein, qui est au moins depuis plus de 5 ans passionné par les mini-maisons. Et il sera le premier à nous entretenir de l'aspect social des mini-maisons. Ouais. Par la suite, je vois qu'il y a des fans, c'est bien. Par la suite, M. Gérard Baudette, urbaniste émérite et professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, nous parlera des craintes et appréhensions du milieu municipal. Merci. Oui, c'est bon, ça nous garde dedans. Suivra ensuite M. Bélan, M. Claude Bélan, figure bien connue et entre autres anciennement président du Mouvement des Jardins. Son sujet sera le vide juridique et réglementaire et les impacts sur l'aspect financement. Et enfin, M. Richard Forgette, maire de la municipalité de Lantier, première municipalité au Québec à avoir accepté un quartier de mini-maison, couvrira comme sujet la capacité d'ouverture du monde municipal. Donc, c'est notre première partie. Suite à ça, il y a une période de questions. Donc, on va défiler les 4 panélistes et les questions viendront ensuite. Ça va? Ensuite, la pause, bien sûr, et on passera dans les ateliers. Donc, le couloir par la porte ici du milieu. Dans le couloir, il y a l'atelier urbaniste et au fond, il y a des noms de salles. C'est les noms de 3 rivières ici de la région. Et vous allez voir sur chacune de ces salles-là, il y a les ateliers. Je vous rappelle juste, pas besoin de vous dire, je veux absolument être dans tel ou tel atelier. Vous avez normalement le nom de votre atelier sur votre cocarde. Toutes les mêmes questions vont être posées dans les ateliers. Les mêmes questions. Ça va? Donc, vous allez dans un atelier ou l'autre, c'est les mêmes questions. Par contre, les échanges vont être avec des lunettes différentes. Dans le financement, on prend ce regard-là par rapport aux questions. Dans la construction, dans l'architecture et dans l'urbanisme. Ça va? Et je vous dirais que, compte tenu de l'ampleur et de la popularité de la journée, c'est assez difficile de changer. Là, on est assez plein dans toutes les salles. Ça va? Alors ça, c'est notre partie. Et vous allez voir en cours de route, au fur et à mesure que vous répondez aux questions par atelier, on va amener toutes vos réponses ici, on va les colliger ensemble, toutes les réunir. Et ensuite, quand on revient en plénière, ça va être intéressant et assez efficace. Je ne sais pas votre vécu, mais là, ça va être assez efficace où on va voir directement pour chacune des questions quelles ont été les réponses selon l'angle pris. Urbanisme, architecture, financement, etc. Alors voilà comment va se dérouler la journée.
j'aimerais aussi vous dire que vous recevrez d'ici peu par courriel le compte-rendu de chacun des ateliers. Ce matin et la plénière ce soir sont captés, sont filmés aussi. Et on va donc vous envoyer aussi éventuellement tous les fichiers sonores complets, les échanges, etc. Il y a vraiment un engouement. On est très heureux que vous soyez là, mais je peux vous dire qu'il y a au moins minimalement le même nombre de personnes qu'on a aujourd'hui qui étaient intéressées à venir et qui ne pouvaient être là. Donc, je vous le dis, vous allez en entendre parler. Alors, sans plus attendre, M. Pinchot, la parole est à vous. Merci. Bon colloque. Ben, merci tout le monde. Oups. Ah, oui. Il faut que je me mette un petit peu plus proche. Alors, donc, mon nom est Richard Pinchot. Moi, je suis l'initiateur du projet de coopérative Le Petit Quartier. Premièrement, je voudrais vous dire bienvenue aux participants, puis je dis félicitations, puis je devrais le dire même félicitations aux courageux. Pas courageux d'avoir un point de vue ou un autre, mais juste courageux d'être venu pour en débattre. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ils espèrent juste que, en s'en occupant pas, ça va passer. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Pensons juste aux gens qui ne sont pas ici ce matin et qui étaient fortement invités. RBQ, ministère de l'Environnement. Des gens qui auraient eu intérêt à être là. Donc, on va discuter aujourd'hui de mini-maisons. On va essayer de se rappeler d'où ça vient. Il faut se rappeler que ça vient d'une crise économique aux États-Unis. On a été, nous autres, quand même assez épargnés par cette crise-là, mais ça nous a rattrapés pareil. Et le mouvement des mini-maisons vient du fait que les gens perdaient leur maison aux États-Unis. Ici, le projet est un peu différent. C'est beaucoup plus, si on regarde de 2000 à 2010, le prix des maisons a augmenté de 215 %. Le prix moyen de la maison au Québec était passé de 95 000 à 215 000. Dans la même période, les salaires ont augmenté de 27 %. Le salaire moyen au Québec. Je vous laisse faire la mathématique. Oui. Pourquoi les mini-maisons? Pour certains, c'est une question de simplicité volontaire. Pour d'autres, c'est une question d'empreinte écologique. Mais pour la majorité, on va s'entendre que c'est un besoin économique. D'avoir accès à la propriété est devenu un problème. Il ne faut pas se leurrer. Moins on aura accès à la propriété, plus on aura des villes de locataires. Et dans une ville de locataires, le seul qui devient riche, c'est le propriétaire de l'immeuble. Combien d'entre vous, moi, mes parents, ont réussi à avoir une retraite confortable parce qu'il y avait une maison payée? Ma première maison, j'ai pu l'acheter à 24 ans. Aujourd'hui, je serais assez étonné de voir un jeune de 24 ans acheter une maison. Donc, on regarde au niveau des logements. Pourquoi on a des studios, des 3,5, des 5,5? Les besoins vont varier avec le temps. Maintenant, on a de plus en plus de gens qui vivent seuls ou en couple, pas d'enfants. Ces gens-là ont aussi un besoin de propriété en même temps qu'un besoin de loger. Pourquoi ça serait différent? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être locataire si on a juste besoin d'un petit espace pour être confortable? Oui. Donc, on va parler vraiment de l'importance de gagner en équité pour les gens. On ne peut pas vraiment mettre de côté, quand on paye un logement, 600 $. Au moins, oui, OK, il y en a qui vont vivre relativement plus juste, qui vont payer leur loyer, vont payer leur mini-maison, mais au moins, à la fin, c'est à eux autres qui bâtissent l'équité. Je m'excuse parce que j'ai pas suivi mon texte. Fait que... Ouais. Il y a des choses que les villes peuvent évidemment faire, que les gouvernements pourraient faire, que beaucoup de gens pourraient faire. Il y a des concepts qui sont simples à comprendre au niveau des normes, puis de tout ça. Je pense entre autres à l'aspect sécurité, la valeur foncière. Oui, puis il faut en tenir compte, c'est vrai. Mais il y a des aspects qui sont quand même assez subjectifs. L'esthétisme. L'esthétisme, c'est l'esthétisme versus qui? Alors, il y a des projets qui vont se présenter et vont dire « Ouais, mais c'est pas ça. Ça ne fit pas. Ouais, mais ça ne fit pas l'esthétique. » Mais l'esthétique, ça se joue. Par contre, il y a des choses qu'on pourrait facilement, je pense au niveau municipal, je pense aux bâtiments, bâtiments annexes dans les cours. Le plus gros problème de l'accès à la propriété, c'est le terrain, d'avoir des terrains.
Alors qu'il y a un tas de gens qui ont des terrains, on veut densifier nos villes. Il y a déjà beaucoup de villes qui le font, de permettre des bâtiments annexes. Donc, elle pourrait être une mini-maison, qu'elle soit sur pied, sur roue, sur n'importe quoi. Si elle est dans une cour, elle fonctionne avec le même numéro civique, elle fonctionne avec le même compte de taxes. Oui, ça va aider à densifier les villes. Ça va aider à ces gens-là, que ce soit les enfants dans le cours des parents ou les parents en fin de vie dans le cours des enfants. Hein? Mais au moins, ça va permettre à plusieurs de payer la maison sans avoir à payer le terrain et tous les frais d'infrastructure qui viennent avec. Ça va les aider à partir d'envie. Hein? Donc ça, c'est un aspect que je considère important. L'autre affaire, si on parle de tous les éléments de distance en termes de construction. Bon, ça prend tant de pieds entre une porte, puis un comptoir, puis un ci, puis un ça. Sur une maison de 2000 pieds carrés, on ne s'en rend pas compte. Ça a l'air même normal. Mais quand vous tombez dans une maison de 300, 400, 500 pieds carrés, chaque pouce a de l'importance. Donc, est-ce que ces normes-là peuvent être revues? Possiblement. Tout ce que je veux qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'on va vous demander de ne pas réfléchir à ce que vous savez, à ce que vous faites depuis toujours. Parce que si on faisait toujours ce qu'on a fait depuis toujours, on ne serait pas personne assis ici dans la salle. Moi, le premier, j'aurais pas eu l'idée d'avoir une mini-maison pour moi. Aujourd'hui, je le fais plus pour moi, je le fais pour d'autres parce que ma santé ne me permet plus de le faire pour moi. Mais je ne serais pas ici si j'avais fait ce que tout le monde fait, de la manière que tout le monde le fait. Tout change très, très rapidement. Puis je veux quand même en profiter pour dire, puis c'est pas parce que je veux têter, faites-vous-en pas, mais Sherbrooke a démontré une énorme ouverture pour nous aider dans le projet du petit quartier. Et je souhaiterais que beaucoup, beaucoup de villes aient cette même ouverture. Je vais vous laisser sur une citation caricaturée de Pierre Thibault, qu'on connaît tout ce qui est l'architecte, l'un des architectes les plus cotés ici en ce moment au Québec. Il y avait une entrevue à l'émission Radio-Québec pour lui demander pourquoi il y a des minimums de grandeur de maison. Je vous avoue, sa réponse est caricaturée. Je l'ai pris tel quel. Mettez-moi pas les mots dans la bouche, c'est les siens. Il dit « On est une société très normative, mais souvent ces normes sont complètement obsolètes. Un jour, on a demandé aux municipalités d'établir une norme. On dirait comme si un vendeur de chaussures était passé partout qui aurait vendu la même norme à tout le monde. Souvent, on se demande même pourquoi cette norme-là existe. Il faut comprendre qu'au niveau d'une ville, il y a des normes de grandeur, mais si on regarde au niveau provincial, une maison est considérée une maison à partir d'un loft de 275 pieds, et s'il y a une chambre, 320 pieds si ma mémoire est bonne. Donc, techniquement, une maison peut être considérée une maison à partir de là. Le reste, ça devient des éléments municipaux. Moi, je vous dirais finalement qu'il ne faut pas arrêter d'évoluer. Il faut que les normes évaluent. Puis il faut que les normes soient au service des citoyens et non pas des contraintes. Ce qui semble être parfois un élément bien simple au niveau d'une ville représente des milliers de dollars quand on vient pour l'appliquer sur un terrain et des coûts importants pour les futurs résidents. Puis je vous demande d'avoir aussi une certaine ouverture. Pensez qu'il y a plein de formes de mini-maisons, comme il y a plein de formes de maisons régulières, comme il y a plein de formes de logements, de formes de propriété, et qu'on parle de pieux, de roues, il faut quand même l'évaluer. Puis c'est ça que vous allez tous faire aujourd'hui, essayer d'échanger sur ces questions-là. Et moi, je me fais un point d'honneur à accepter ce qui va ressortir des ateliers. Ça ne sera peut-être pas ce que moi je veux, ça ne sera peut-être pas ce que moi je pense, mais aux gens qui sont ici, à la qualité de gens qu'il y a dans la salle, on a assuré d'avoir une bonne répartition de profession, de qualité, une répartition géographique. Je vais vous faire confiance. Je vais faire confiance que vous allez réussir à trouver un consensus pour qu'on ait au moins un point de départ quand on va se quitter ce soir. Qu'on sache à partir d'où on commence, puis qu'est-ce qu'on a à faire pour l'avenir. Alors, je vous souhaite un excellent colloque. Merci.
Alors, M. Baudette, la parole est à vous. Merci. Statistique pour commencer, vous l'avez peut-être vu passer, la SCHN nous a annoncé que ces derniers temps au Canada, 20 des achats de première maison n'ont été capables de l'acheter que parce que les parents ont fait la bise de fonds. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus et c'est en croissance et on peut s'attendre à ce que ça frise les 50 avant longtemps. Et ça montre effectivement qu'il y a un problème très sérieux dans une économie qui, de toute façon, n'a pas repris depuis 2008 et dont on nous dit attendez-vous plus à ce que ce qu'on a vécu dans les 30 Glorieuses se reproduise. C'est un accident de parcours dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut vivre avec une contrainte dorénavant très lourde. Malgré ce qu'on dit sur la mini-maison, on a parlé d'empreinte écologique et tout ça, il en reste pas moins qu'il y a un arrière-plan qui ne disparaît pas, qui est là depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est le rêve américain. C'est cette aspiration de la classe moyenne à avoir un niveau de vie relativement bon, avoir les choses s'améliorer en permanence. Et la maison fait partie. On ne peut pas penser le rêve américain sans la maison. On ne peut pas le penser sans la voiture, mais on ne peut pas le penser sans la maison. Il y a un imaginaire collectif extrêmement puissant. Et on le voit, par exemple, dans la région de Montréal, quand les gens ont un deuxième enfant ou sont sur le point d'avoir un premier enfant, c'est le bungalow dans 90 des cas. Donc, ça reste un élément extrêmement puissant d'animation de nos imaginaires, d'animation de nos comportements. Il faut comprendre que ce rêve, c'était de dire comment peut-on faire pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent y participer, qui puissent justement en bénéficier de cette aspiration de la classe moyenne. Et très tôt, au milieu du siècle dernier, on s'est mis à concevoir des maisons qui sont accessibles. Ici, vous avez un des exemples les plus anciens, c'est à Ville-Saint-Laurent. C'est des maisons temporaires construites pendant la guerre pour des ouvriers qui travaillaient dans les usines d'armement de Saint-Laurent. Ça devait être démoli. Ça n'a pas été démoli, ça existe toujours. Il y a même un statut patrimonial qui a été accordé à cet ensemble-là. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est l'archétype de la maison des vétérans. Et la maison des vétérans a aussi été construite pour des non-vétérans. Partout dans nos villes au Québec, dans les villes industrielles en particulier, il y a des quartiers de maisons dites des vétérans qui sont pour les vétérans ou qui sont apparentés. Et c'était la formule. C'est une petite maison sans sous-sol, un étage très minimaliste, mais ça permettait aux gens d'avoir accès. Et il y avait des modalités de construction qui permettaient d'accélérer la production. L'exemple le plus important de ce point de vue-là, c'est Levittown aux États-Unis. Il y a 3 projets Levittown, 2 dans la région de New York, 1 dans la région de Philadelphie. C'est une initiative qui a été conçue par un membre de la famille Levitt qui travaillait pour les forces armées et qui avait à bâtir en catastrophe des logements pour les militaires, notamment dans la reconquête du Pacifique. Et il s'est dit, au sortir de la guerre, si j'utilisais les moyens logistiques et technologiques qui avaient été développés dans l'esprit du Fordisme pour produire de la maison, je pense que je pourrais servir un marché considérable qui est latent de gens qui n'auront jamais eu accès à la propriété auparavant et qui, dorénavant, vont pouvoir y avoir accès. Et c'était lourdement industrialisé. Vous voyez sur une des images, tout le kit, c'est des Legos, là. Vous avez un kit de composants du bâtiment qui vient d'être déposé sur un terrain. On construisait des maisons dans une temporalité d'à peu près l'équivalente à 3-4 heures pour une maison, tellement que c'était standardisé. Celui-là, c'est 14 000 maisons. C'est encore aujourd'hui habité. C'est un quartier très cossu, très couru maintenant. C'est beaucoup moins classe moyenne en ascension que ça l'était. Mais c'était la réponse à, justement, cette aspiration de la population. Il faut loger, il faut sortir les gens des logements insalubres des villes, il faut leur offrir autre chose. Et évidemment, c'est le grand déferlement banlieusard qui s'amorce avec des initiatives comme celle-là. Ici, vous avez... Les gens des mini-maisons, des micro-maisons, n'aiment pas qu'on parle de maisons mobiles. Moi, je pense qu'il faut en parler parce que je pense que c'est un problème. Aux États-Unis, plusieurs des ghettos aux États-Unis, ce sont des parcs de maisons mobiles. Il ne faut pas se le cacher. On en a un bon nombre au Québec aussi. On ne veut pas les voir, on ne veut pas en parler, mais ça existe. Ce qui est fascinant, c'est que les producteurs de maisons mobiles dans les années 40-50 avaient un discours, avaient une manière de présenter la maison mobile tout à fait similaire à celle qu'on utilise pour la maison. Qualité du design, sophistication du design, accès à la propriété à coût raisonnable, capacité de créer des petits voisinages plus denses que ce qu'on connaît pour les maisons plus cossues, mais vous allez avoir quand même une belle qualité de vie. Quand on regarde là, ces images-là, on voit bien, on est sur le même univers, on est dans les mêmes paramètres de design, de fonctionnalité,
de production à des coûts raisonnables pour des gens qui sont en train d'accéder à la propriété. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en arrière-plan. On ne peut pas balayer ça du revers de la main en disant « ouais, maison mobile, ça n'a rien à voir ». Je regarde, ça a beaucoup à voir. Il y a des éléments d'affinité très forts. Ici, un autre exemple, les années 60, le futurisme. On voulait produire rapidement des cellules d'habitation. On est dans exactement le même univers, sauf qu'on s'est lassé du futurisme, on s'est lassé de l'habitat martien. Aujourd'hui, on veut une maison néo-traditionnelle, estrienne, avec petits pignons, petites lucarnes et autres garnitures du genre. Mais dans le fond, c'est la même chose, c'est qu'on habille notre cellule produite industriellement ou quasi avec des éléments décoratifs, mais on est dans le même esprit. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. Là où j'ai énormément de réserves, là où j'ai des craintes considérables face à l'engouement des municipalités qui, à mon sens, risquent de tomber dans un panneau dangereux si on ne prend pas des mesures très spécifiques, c'est le phénomène qui se passe actuellement dans toutes les banlieues des grandes aires métropolitaines au Québec. C'est le bungalow bas de gamme, construit à l'extrême limite inférieure des codes de construction, dans des quartiers où vous voyez, là, il y a des rues, il n'y a même plus de bordure de béton, il n'y a pas d'éclairage sur les rues. Moi, j'en ai visité plusieurs, des pavages de rues de 10 ans déjà toutes fissurées, des fondations de 10 ans fissurées, des balcons préfabriqués qui ont décroché de la maison, des bardeaux d'asphalte, la catégorie inférieure qui est déjà fortement ondulée, dégradée, après 10 ans. Or, dites-vous que ces gens-là, qui ont acheté ces maisons-là, sont à l'extrême limite de leur capacité de financement. Ces gens-là n'ont aucune marge de manœuvre. Quand, dans 2, 3, 4 ans, les systèmes constructifs vont commencer à faire défaut, qui va payer les réparations? Et je pense qu'on est en train, aujourd'hui, par aveuglement volontaire dans beaucoup de municipalités, de laisser se construire les ghettos ou les taudis de 10 à 12 ans. Et on va le payer très cher. On va être obligé éventuellement d'aider ces gens-là. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Parce que le danger de la mini-maison, ce n'est pas le concept. C'est sa récupération par des promoteurs immobiliers qui veulent absolument écrémer les dernières strates de marché disponibles. Il y avait aux États-Unis, il y a un adage aux États-Unis qui dit « drive till you qualify ». Ça veut dire « roule jusqu'à temps que tu sois capable de payer l'hypothèque ». Jusqu'à il y a 15 ans, c'était vrai. On pouvait toujours trouver la maison la moins chère possible sur le périmètre de l'agglomération métropolitaine. C'est plus possible. Fait que là, la solution, c'est pas juste conduire jusqu'à temps que tu sois capable de payer l'hypothèque, c'est conduire jusqu'à temps que tu sois capable de payer l'hypothèque de la maison cheap qu'on va t'offrir. Et ça, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça. C'est pas de jouer au bonhomme 7 heures. C'est une réalité. Je l'ai constaté sur le terrain. Il y en a dans énormément de municipalités. Je suis certain que pour les aires métropolitaines des plus grandes municipalités dont vous êtes les citoyens, les représentants, on en voit déjà de ce genre de choses-là. Donc, de ce point de vue-là, la mini-maison, est-ce que c'est une réponse à un vieux problème? Oui, c'est une réponse adaptée à un problème qui est là depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comment offrir l'accès à la propriété à des gens qui ont moins de revenus, qui ont moins de capacités financières, qui n'ont pas nécessairement l'aide de gens qui vont leur permettre de démarrer cet accès à la propriété? Mais il faut être prudent. Ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix, ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. La formule coopérative qui est présentée notamment dans le projet de Sherbrooke, pour moi, est très prometteuse. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on a eu, dans les années 1940, 50, 60, des coopératives d'habitation à peu près partout au Québec qui ont produit des ensembles résidentiels de basse densité. L'image que vous avez en haut à gauche, c'est Saint-Léonard de Port-Maurice. Ces projets-là étaient très ambitieux. La Cité Jardin Industrie Centenaire, c'était le cas. Il y en a eu à Drummondville, il y en a eu au Lac-Saint-Jean, il y en a eu partout. À peu près aucun de ces projets-là n'est allé au bout de ses ambitions. Notamment, dans beaucoup de cas, on avait des projets d'équipement collectif qu'on n'a jamais pu mettre en place parce qu'on n'a jamais réussi à construire le nombre d'habitations requises qui avait été prévu au départ. Et tous ces projets-là, sans exception, ont tous perdu leur caractère coopératif, sont tous devenus des projets sur le marché. Et actuellement, à Saint-Léonard de Port-Maurice, les gens achètent une maison et un terrain, démolissent ça pour construire un Monster House. La Ville de Montréal a été obligée d'adopter des mesures pour limiter ça parce qu'effectivement, les gens perdaient leur maison parce qu'à un moment donné, quand le voisin fait grimper les valeurs foncières, vous n'êtes plus qu'à payer vos taxes, vous finissez par perdre votre maison, même si vous l'aimez bien, même si vous voulez la passer à vos enfants. Donc, même la formule coopérative n'est pas une garantie béton qu'il n'y aura pas éventuellement des problèmes. Mais je pense que c'est un minimum. Je pense que s'aventurer sur ce terrain-là, sans avoir une formule de copropriété,
on risque de tomber dans le panneau de ce qu'on a connu, par exemple, avec les zones de chalets de villégiature dans les années 40-50, où n'importe quel Joe Blow construisait des chalets, des rues qui n'étaient pas aux normes, des champs d'épuration qui n'étaient pas aux normes. Les gens finissaient par transformer ça en résidence permanente. Les municipalités finissaient par ramasser le tout parce qu'il n'y avait plus de propriétaires de terrain. Puis on est pris, on n'est pas capable de desservir, on n'est pas capable de déneiger. Les champs d'épuration ne fonctionnent toujours pas. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, c'est un oui, mais c'est un oui conditionnel. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours bien attaché. Ça continue? Merci, M. Baudette. Vous avez bien livré ce que vous aviez annoncé. Maintenant, comme conférencier suivant, M. Claude Bélan. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Allez-y. Merci beaucoup. J'avais pris quelques notes, mais vous m'avez beaucoup inspiré avec votre finale. Quand vous parlez de la pérennité de l'esprit coopératif, quand on a créé des coopératives puis qui changent. Vous devinez que j'ai vécu ça. Ouais. Mais tout ça, finalement, ça revient, puis c'est l'essentiel de mon propos, ça revient à un besoin d'éducation et d'éducation citoyenne. J'entendais le recteur de l'Université de Montréal, il n'y a pas longtemps, dire « L'Université de Montréal, c'est fait pour fournir des gens compétents à nos entrepreneurs. » Moi, je pensais qu'on formait des gens pour être de bons citoyens. Et la première chose qu'on entreprend, nous tous, c'est pas de faire un commerce. La première chose qu'on fait tous, c'est d'entreprendre la vie. D'entreprendre sa vie, puis de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Alors, j'ai répété ça je ne sais pas combien de fois, puis c'est pour moi qui l'ai inventé, mais quand on parle des organismes sans but lucratif même, des coopératives, des mutuelles, on dit toujours qu'il y a 3 générations. Il y a la génération des fondateurs, des pionniers, des gens qui croient, ça serait-tu merveilleux si au Québec, on pouvait regrouper nos épargnes dans chacune des localités et faire progresser nos localités. Hein? M. Desjardins était tanné, lui, de voir les gens de Lévis déposer leur épargne dans une succursale de la Banque de Montréal. L'argent s'en allait à Montréal, puis Montréal faisait des hypothèques à des Montréalais. Et il a dit, ça va finir, on va faire ça chez nous. Hein? L'occupation du territoire. Alors, ces gens-là étaient des gens convaincus, les fondateurs. La deuxième génération, c'est les technocrates qui arrivent, qui disent, bien beau votre affaire, mais c'est pas de même que ça se fait. Vous ne mettez pas vos chiffres dans une bonne colonne. Non, ça ne marche pas de même. Hein? Alors, on va s'occuper de ça, de mettre de l'ordre sur le plan technique, sur le plan de la comptabilité. C'est l'ère des technocrates. Et la troisième génération, c'est la génération des profiteurs. Des gens qui disent « Wow, ça marche cette affaire-là? Il y a de l'argent d'affaires à faire dans cette affaire-là? » Oui. C'est pas nécessaire de servir tout le monde dans toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, il y a l'Internet. C'est facile. Alors, on va centraliser tout ça. C'est simple. Et ça, c'est les grandes... Pourquoi, moi, vous devez dire qu'est-ce que M. Bélan vient faire dans une petite maison? Non, je ne demeure pas dans une petite maison. Mais quand on m'a parlé de ça, il y a combien de temps, monsieur? 4 ans, 5 ans? 4 ans? Quand on m'a parlé de ça, je me disais, c'est-tu merveilleux, ça, pour permettre à tous les gens d'avoir accès à la propriété. D'autant plus que ce n'est pas juste un souhait, ça. Vous connaissez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 après la Deuxième Grande Guerre mondiale, 50 millions de morts. Ils ont créé une nouvelle ONU, puis ils ont fait une belle déclaration. Puis là, si je peux le trouver, l'article 17 de la Déclaration de l'ONU est très clair. L'article dit « Toute personne
ou bien seul, qu'en collectivité, a droit à la propriété. Wow! C'est dans le projet Société mondiale, ça. Deuxième paragraphe, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Alors, je pense, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, ah, ça, c'est formidable. Moi, j'ai fait une carrière de plus de 50 ans dans le domaine de l'économie sociale. Hein? J'ai appris ça de mon père, qui était un des fondateurs de la Caisse populaire chez nous, puis qui était un homme très démocrate et qui était très, très généreux. Alors, j'ai fait 50 ans. Et quand on me parle d'un projet comme ça, je me dis, wow, ça, ce serait formidable. Ça serait formidable de créer finalement aussi et de faire reconnaître par l'ensemble de la société qu'il peut y avoir des petites maisons. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des vides juridiques énormes. Je suis avocat de formation. Il y avait des vides juridiques importants. Il y avait des problèmes quand on lit le Code national du bâtiment, les assureurs hypothécaires, hein, parce qu'il n'y a pas juste des petites maisons stables, il y a des petites maisons sur roue. Il y a toutes sortes de petites maisons. Et les banquiers... Je comprends, j'inclus le mouvement Desjardins là-dedans. C'est plus un mouvement Desjardins là-dedans. Quand j'inclus Desjardins, on dit, il y a trop de vides juridiques, c'est pas clair la situation. On est prudents, nous autres, parce qu'on gère l'épargne des gens qui en ont beaucoup de sous. Moi, je ne suis pas un expert de petites maisons. On ne devient pas un expert parce qu'on imprime votre photo dans les dépliants publicitaires. Et on vous fait dire que vous êtes favorable à ça. Mais en fréquentant les entrepreneurs et propriétaires de petites maisons, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des vides juridiques, mais je sais qu'on suit au niveau des bâtisseurs. Les gens, comme vous tous, si vous êtes ici, c'est certain que c'est parce que vous voulez tous vous acheter une petite maison, mais vous voudriez permettre qu'au Québec, oui, on permet à tous, pour respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, on veut tous que les gens aient accès à la propriété s'ils le veulent. Et que ce soit un projet qui est tellement solide qu'on n'aurait pas besoin de faire intervenir des technocrates, puis encore moins des profiteurs. Merci. Merci, M. Belland. Nous allons passer tout de suite au maire de Lanty, M. Forget. La parole est à vous. Bon matin, tout le monde. Merci pour l'invitation. Je dois parler la capacité des municipalités à innover. Je dirais, moi, c'est plus la capacité de s'adapter à une réalité qui fait partie de notre quotidien. Les prix de mes maisons sont en augmentation. Les petits villages comme le mien se dévitalisent. Tu as 800 habitants, il en meurt 2 dans l'hiver, tu es dévitalisé. C'est la réalité. Un village aussi de villégiateurs, ça veut dire ça, tu as des maisons de 500 000, 800 000, 1 million. Tes résidents, eux autres, tu fais quoi avec? L'argent ne pousse pas des arbres. Nous autres, à Lanty, quand HMG nous a approchés, moi, j'ai été emballé par le projet parce que, ça nous permettait de donner accès à la propriété aux jeunes. Enfin, je dis c'est leur première maison. Mais il y a aussi les personnes âgées qui n'ont plus les moyens de garder leur grosse maison. Fait que ça peut être leur dernière maison aussi. Au lieu d'aller dans un centre d'hébergement,
le concept communautaire fait que ces gens-là, souvent, soit le mari tombe tout seul ou la madame tombe tout seul. Ils ne sont pas tout seuls. Ils sont dans une communauté qui va regarder un peu alentour. Ils vont prendre soin d'eux autres. Il y a aussi la revitalisation économique d'un petit village comme le mien. On est centre, oui, on est centre de 2 grosses villes. Fait que les gens allent acheter dans les grosses villes. Moins de population, les commerces sont plus durs à partir. Fait que un projet comme ça, moi, je me dis, tu ramènes des gens. Fait que tu donnes la possibilité aux gens de travailler. Nous, qu'est-ce qu'on a fait à Lantier? On a donné la permission à tous les résidents d'être travailleurs autonomes. Excusez-moi. C'est qu'ils peuvent prendre une partie de leur maison pour faire leur commerce. Fait qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir vivre de leur travail. On n'a pas le choix. Il faut innover. Il faut essayer de trouver des nouvelles manières de vivre ensemble. Souvent, moi, ce que je dis à Lantier, on est comme un peu dans le temps d'une paix, c'est qu'on est tissé serré, puis les gens ils essaient de se donner des billes, puis de s'entraider. Puis des projets communautaires comme HMV, mais ça vient rejoindre cet esprit-là qu'on avait dans le temps. Puis il faut revenir à ça, aux vraies valeurs, à l'entraide, puis au social. Je pense que c'est ça qui est l'avenir. Puis c'est aussi comment je pourrais dire, de permettre aux gens d'avoir une vie saine et de pouvoir s'épanouir aussi, puis avoir la possibilité de travailler, puis d'être fier de qu'est-ce qu'ils ont. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison de 300 000 pour être fier. Si tu es chez vous, puis tu l'as travaillé ta maison, puis qu'elle est à toi, là, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. C'est un gros point, ça. Fait que, pour moi, c'était ça qui était important quand on était approché pour ça. Puis on essaie d'innover, justement, pour pouvoir rassembler les gens, puis avoir une communauté qui soit bien, qui soit heureuse. Puis, veut pas, ça va faire du monde meilleur. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est qu'est-ce qu'on voit, nous autres, chez nous. Merci. Merci beaucoup. Donc, sur le processus, peut-être juste nous compléter le processus à partir du moment où vous avez dit oui, comment ça s'est réalisé par la suite? C'est simple. Il a fallu adapter les règlements. Une maison, ça prend un solage, ça prend ci, ça prend ça. Mais on s'est dit, il faut aller au minimum. Si tu vas avoir un solage, oui, tu vas avoir un solage. Si tu vas avoir ta maison sur pieux, il fallait sur pieux. Si tu veux l'avoir sur une slab de ciment, il fallait sur une slab de ciment. Mais tu prends une construction qui va faire ton affaire. Oui, ça doit respecter les normes. On ne va pas avoir des maisons qui vont durer 3, 4 ans, 5 ans. Puis, comme M. disait, le bardeau va s'envoler. Tout. On a une réglementation. Oui, il faut passer par un PIA. On n'a pas le choix. Il faut que ça soit quand même assez homogène. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un quartier éco-résidentiel. Fait que c'est regroupé. Fait que les gens qui ont une maison à 800 000, ils avaient peur d'avoir une mini-maison à 70 000 à côté de chez eux. Hey, tu vas baisser mon évaluation. Ben non. On a développé un quartier exprès pour ça. Une portion du territoire qui est réservée pour des maisons écologiques et avec une empreinte environnementale moins grande. C'est une manière de voir les choses. Excellent. Merci beaucoup. Voilà, merci. On peut applaudir nos 4 panélistes.
Pour la prochaine partie, c'est la période de questions. Je vais vous inviter, il y a 2 micros. Je vous rappelle quand même de vous présenter au micro, de poser votre question de manière assez courte et concise, parce que l'idée, c'est d'avoir leur vision. Parce qu'après, nous, après la pause, on va en atelier, on a, avant le dîner et après le dîner, assez d'espace là, pour échanger. Je pense que t'avais-tu une... Non, c'est bon? OK. Donc, d'où l'importance que votre vision à vous, peut-être, si vous voulez la partager, que ce soit très court, mais surtout qu'on profite de l'expérience de nos 4 panélistes et de leur poser des questions, étant donné qu'on aura le temps de partager entre nous après. Voilà. Je vous invite à... Qui cassera la glace? Oui, super. C'est parti. Vous vous nommez, puis ensuite posez votre question. Bonjour, mon nom est Laurent-Sylvie Néron. Je suis citoyen de l'arrondissement de Jean-Cartier. Donc, moi, ma question, l'endroit où j'ai été vraiment interpellé, c'est au niveau de l'imputation, de la participation citoyenne. Donc, dans l'espace des villes. On vote une fois aux 4 ans, mais démocratiquement, on a très peu de pouvoir sur le développement, l'aménagement de nos villes. Puis, c'est très difficile pour nous de comprendre, un citoyen normal, de comprendre un plan d'urbanisme, de comprendre vers où la ville va se développer, puis comment qu'on va faire pour mieux développer nos villes, puis comment mieux vivre ensemble, comme vous avez dit, M. Pinchot. Ma question à moi, c'est quel type d'outils qu'on pourrait développer afin d'aller de mieux collaborer avec ces citoyens pour un développement de la ville, où est-ce qu'ils vont avoir accès justement à des maisons et à des quartiers plus intéressants. Merci. Bon, en partie. Je pense que M. Baylor a répondu d'une certaine manière. La citoyenneté, ça se construit. Être citoyen, ça s'apprend. On est citoyen, mais on n'est pas nécessairement un citoyen très brillant quand on est. Donc, il faut développer sa citoyenneté. Les mouvements coopératifs sont un outil de développement parce que dans une coopérative, vous ne pouvez pas surfer sur la vague parce que vous êtes la vague. C'est vous qui êtes la vague. Donc, ça oblige à une forme d'implication et on le voit dans la plupart des projets coopératifs. Les gens sont des citoyens plus engagés, plus soucieux de ce qui se passe dans leur communauté, mais aussi de ce qui se passe dans la communauté élargie. Ça, c'est un premier pas. Pour ce qui est de la compétence, je vous dirais que moi-même, des fois, je lis des avis de modification de projets d'urbanisme dans des quotidiens à Montréal, puis je ne sais même pas ce qu'on est en train de faire. Je ne comprends même pas moi-même. Donc, là-dessus, on a beaucoup de chemin à faire, je pense, pour rendre les choses plus accessibles. Mais c'est clair qu'au Québec, actuellement, il y a un déficit de citoyenneté qui est malheureusement lourdement alimenté par notre cher gouvernement. L'abolition des référendums. J'ai jamais pensé que c'était un outil brillant, les référendums, mais j'ai toujours pensé que tant qu'on n'avait pas d'autre chose de mieux, il fallait au moins se conserver ça. Et je pense qu'il y a aussi des mesures de ce type-là qui déconstruisent la citoyenneté, c'est-à-dire qui découragent les gens de vouloir s'impliquer parce qu'on se dit, merde, les règles du jeu sont truquées. À l'avant, les dés sont pipés à l'avance. Et je pense qu'on devrait être collectivement beaucoup plus revendicateurs à l'échelle de nos municipalités qu'on ne l'est de moins en moins, je trouve. Dans les années 80-90, il y a beaucoup de mobilisation. On l'est beaucoup moins. Mais je pense que les formules coopératives sont une manière de s'obliger à assumer notre citoyenneté de manière un petit peu plus costaude, là. Mais je pense que collectivement au Québec, actuellement, on a besoin d'un bon coup de pied à quelque part. On a besoin d'un réveil là, collectif. Là. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas présentement. Là. Moi, je trouve la question intéressante parce que, depuis un peu plus qu'1 an, avec le projet sur lequel je suis, j'ai eu beaucoup à négocier avec les villes. Heureusement, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les villes. Nous autres, on a un guichet unique maintenant, ce qui facilite grandement les choses à Sherbrooke. Mais j'irai pas en cours sans un avocat parce que la loi, c'est compliqué. L'urbanisme, c'est des livres, c'est épais. Il y a beaucoup de détails. J'entendais parler d'un monsieur qui avait creusé à mauvaise place, qui savait pas que ça prenait un permis de l'environnement, puis qui est obligé de renflouer son petit lac qui s'est fait. Je pense que quand on veut s'attaquer à un dossier d'urbanisme, ça prend un professionnel pour nous accompagner, au même titre que j'ai besoin d'un avocat si je vais en cours, si je veux vraiment bien me défendre. Ça sert à ça. On a tendance à
à vouloir pas nécessairement... on simplifie trop les choses. On voit ça beaucoup plus simple que c'est en réalité. Moi, ça m'a pris que je mette les deux pieds dedans pour me rendre compte de l'énorme complexité des liens qui existent, les interconnexions. Écoutez, ça devient fou. Mais je pense qu'on peut pas demander à un citoyen de comprendre nécessairement tout ça. Je pense que il faut qu'il existe. Il y a des urbanistes, puis il faut s'en servir. Permettez que j'ajoute. Je pense, c'est vrai qu'on ne peut pas enseigner ça Moi, je me souviens, il y a peut-être 20 ans, un de mes petits-fils m'avait demandé mon âge. Hein? Alors, je lui ai dit mon âge, puis là, il me regarde avec ses grands yeux, puis il dit « Wow, grand-papa, t'as duré longtemps! » Mais ça m'a fait réaliser que j'avais vécu, moi, 3 périodes très différentes. Hein? Avant 60, de domination des valeurs religieuses, cohésion sociale très forte. Personne ne voulait aller en enfer. On allait à la messe tous les dimanches. Toutes les écoles étaient dirigées par des religieux, les hôpitaux par des religieuses. J'ai vécu ça. 1960 jusqu'à 75, là, je suis adulte commençant, et révolution tranquille. On civilise, c'est-à-dire qu'on remet aux civils les institutions. Hein, l'éducation passe entre les mains des civils, les hôpitaux aussi, on civilise. Et en 1975, le fameux basculement du monde. Nixon décide aux États-Unis, lui qui avait pris l'engagement d'assurer la stabilité monétaire partout dans le monde. Vous savez qu'à cette période-là, on a connu 30 années glorieuses. Aux États-Unis, on avait la social-démocratie. Il y a un livre qui s'appelle « L'Amérique que nous voulons », écrit par Paul Krugman. C'était la classe moyenne qui était la classe dominante. Hein? Pourquoi tous les citoyens voulaient ça? Mais les citoyens, c'est des animaux raisonnables. Hein? On définit l'homme, puis la femme aussi, comme un animal raisonnable. Et l'animal, lui, il vit par ses instincts. L'instinct de domination. On veut tous, on ne se laisse pas faire. Hein? Puis pour ça, ça prend de la possession. Hein? Puis des fois, l'exploitation du voisin. Etc., etc. Ça, c'est le côté animal. Mais par l'éducation, on devient humain. Hein? Partage, respect de l'autre, égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est beau ça. Hein? Quand je dis à mes étudiants, si vous lisez ça, apportez-vous une boîte de Kleenex, pas ça pleurer, c'est tellement beau, tellement beau. Mais il n'y a rien de vrai dans ça. La liberté, c'est pas tout le monde qui l'a. L'égalité, on n'en a plus. 1% de la population détient plus que 50% de la richesse mondiale. Il faut le faire. Où est-ce qu'elle est l'égalité? Puis la fraternité, on va repasser, le terrorisme, les guerres. On est dans la pire période de l'humanité. On est revenu dans le temps de l'Antiquité. Le problème, toujours, puis vous avez raison dans votre question, le problème, c'est on parle de développement durable, mais il faut faire de l'éducation durable. Parce que quand vous décidez de lancer ce mouvement-là, ça c'est un mouvement que vous lancez, parce qu'un mouvement, c'est une association de personnes qui ont l'intention et la volonté de changer les choses. Hein? Desjardins, c'était un mouvement Desjardins parce qu'on voulait faire la finance autrement. Puis on a réussi, imaginez. Il fallait être courageux. On allait porter son épargne chez Dorimène, dans sa cuisine. Puis elle s'occupait d'aller déposer ça. On avait une entente avec la Banque provinciale dans le temps. Mais c'est les citoyens qui ont bâti ce mouvement-là. Mais à compter du moment que les gens disent « Ouais, mais c'est pas la modernité, c'est pas de même que ça marche. On a le droit d'avoir des riches puis des pauvres, mais c'est un peu de leur faute. Hein? Bon. Et là, la cupidité gagne. Stedilette a fait un livre formidable, « Le triomphe de la cupidité ».
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la même chose à chaque fois que je vois lancer un mouvement comme vous faites, on va dire, on va être capable de faire durer ça, puis maintenir les valeurs dont vous parlez, les valeurs de vivre ensemble, ça demande du sacrifice de tout le monde, ça. Pas se faire dire par le président d'une grande industrie, bon oui, moi j'ai le droit à 12 millions par année parce que je suis un expert international. Alors, on n'est pas beaucoup ici des internationaux, hein? On n'a pas droit, nous autres, à des salaires de millions. C'est un monde qui est rendu, qui ne résonne plus. Et donc, c'est un gros problème d'éducation. Un gros problème d'éducation citoyenne. Il me semble que ça, c'est ce qui assurerait la pérennité du mouvement. Puis, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Si on veut que le Québec se développe bien, il faut occuper le territoire. Ça peut s'occuper aussi certains terrains, certains bouts, par des petites maisons. L'occupation dynamique du territoire. Je dis dynamique parce que pour occuper le territoire d'une façon dynamique, ça prend des citoyens puis des citoyennes dynamiques. Ça ne prend pas des clients, ça prend des membres. Le nouveau président du mouvement Le Jardin a des bien bonnes intentions. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis on a beaucoup jasé. Puis à la fin, il me disait, mais comment je peux faire pour remettre Desjardins dans le cœur des Québécois? Puis après, il y a pensé, je lui ai dit, ben, tu sais, tes prédécesseurs, ils ont transformé les membres en clients. Toi, ton défi, c'est de transformer les clients en membres. Oui. Et ça, c'est très, très différent. Mais je trouve qu'il faut profiter de ces exemples-là. C'est trop triste de voir que ce qu'on a créé comme principale institution financière au Québec, de voir que non, on va imiter les autres sur le plan de l'égalité, non, parce que les politiques de rémunération, c'est les mêmes maintenant quasiment que dans les banques, etc., etc. On veut imiter les gros pour montrer qu'on est gros aussi. On ne tient pas à être gros, on tient à être utile à tous les Québécois, à toutes les Québécoises. Et ça, c'est une grosse bataille de tous les jours qui doit s'enseigner dans nos maisons d'enseignement jusqu'à l'université. Autrement, on va faire comme tout le monde, on va passer les 3 étapes. Les bâtisseurs, les technocrates, puis les profiteurs. C'est tout. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Sébastien Adam. Je suis directeur de recherche et développement au Centre d'innovation en microélectronique du Québec. Je vais vous sortir peut-être un peu de votre zone de confort, mais ça va avoir un lien avec ce que vous dites. Avec le coût des technologies puis la diversité des technologies qui apparaissent de plus en plus à faible coût, il y a beaucoup de projets, nous, qu'on voit apparaître, villes intelligentes, quartiers intelligents, maisons intelligentes. Et puis, des projets intéressants, justement, au niveau des petites maisons comme ça, des mini-maisons, où est-ce que, par exemple, on a des partenaires qui seraient intéressés à dire comment faire pour développer, par exemple, une maison comme ça. Pour des gens, peut-être, justement, c'est leur dernière maison. Et puis, l'équiper de façon technologique, mais au plus faible coût possible, pour les aider à habiter le plus longtemps possible chez eux. Donc là, on parle de faire le recensement de technologies qui permettrait les personnes âgées de vivre le plus longtemps possible chez eux. Donc, dans un mouvement de mini-maison comme ça, êtes-vous au courant ou y a-t-il un mouvement connexe ou parallèle qui, justement, qui voudrait intégrer peut-être dans un centre de petites maisons comme ça des technologies pour aider, par exemple, les personnes âgées dans un quartier ou... donc, est-ce que ça existe, un mouvement comme ça? Est-ce qu'il y a des ouvertures, par exemple, au niveau municipal? Est-ce que vous voyez qu'il y a un intérêt quelconque à aller dans un sens comme celui-là? Il y a aux États-Unis un mouvement qui existe déjà. Dans ce sens-là, on appelle les Granny's Pod. Probablement que plusieurs d'entre vous autres en ont déjà entendu parler. Là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, le bâtiment accessoire.
de permettre d'avoir une mini-maison ou une mini-habitation en deuxième habitation dans la cour d'une maison existante. Ce qui permettrait effectivement à beaucoup de gens de pouvoir rester autonomes dans une petite maison beaucoup plus longtemps, tout en étant à proximité de leurs enfants, bien souvent. À un moment donné, on a envoyé toute l'idée de la bigénération. Les maisons bigénération avaient beaucoup d'avantages, mais avait un des inconvénients, c'est d'être connectés une sur l'autre. Et puis là, ben, autant je pense que d'un côté comme de l'autre, les gens sentaient peut-être un peu moins leur autonomie ou leur indépendance. Même si la maison est petite, les granny spots aux États-Unis existent, ça s'en fait régulièrement. Il y en a plusieurs qui sont technologiquement très avancés pour aider pour les personnes à mobilité réduite. Donc, tout est réfléchi, tout est pensé de façon différente. On va parler de commandes vocales. Oui, ça existe déjà aux États-Unis. Mais pour que ça puisse se développer, il faut vraiment, je pense, opter pour... Plutôt que de penser regroupement, je pense qu'il faut vraiment plus penser en termes de permettre bâtiment accessoire, sur un deuxième bâtiment accessoire sur une maison, sur un terrain existant. En ce qui me concerne, conceptuellement, la ville intelligente, la maison intelligente, ça me hérisse de manière absolument épouvantable. C'est d'une prétention incommensurable, cette histoire-là. Et c'est un marché gigantesque. Les municipalités sont en train de tomber là-dedans à tour de bras. Elles se font avoir systématiquement. Regardez tous les grands systèmes qui devaient régler tous les problèmes de paye au fédéral, les problèmes de simuler à l'université, ça a coûté 4 fois plus cher. Donc ça, pour moi, là, touchez pas à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Par contre, ce qui est intéressant, je suis membre du prix de mérite ovation de l'Union des municipalités du Québec depuis 6 ans. On va passer de plus en plus d'initiatives de municipalités qui décident de rapatrier tout ça à l'interne. Parce qu'il y a une génération de jeunes fonctionnaires, de jeunes professionnels qui sont en très, très grande maîtrise et qui ne sont pas des affairistes, qui sont des gens qui travaillent pour le bien public. Et on le voit, les municipalités s'échangent ça. Ils font du développement extraordinaire. Ils les donnent gracieusement aux autres municipalités. Et je pense que c'est un créneau à explorer parce que la maison soit dotée de dispositifs, c'est une chose, mais que des collectivités de maisons soient dotés de dispositifs qui permettent de mieux arrimer les collectivités avec notamment la municipalité, avec les services de la municipalité, en tout genre. Là, ça peut être la bibliothèque, ça peut être les services d'urgence, ça peut être les soins médicaux, etc. Je pense qu'il y a là quelque chose à réfléchir, mais je pense qu'on devrait privilégier une réflexion à l'interne des municipalités. Je pense qu'on devrait être en maîtrise totale de ces histoires-là, arrêter de se faire exploiter par les grandes firmes qui ont toujours une facture d'extra à nous présenter, puis qui ont toujours intérêt à ce qu'on ne maîtrise pas la bébelle. Il faut qu'on soit dépendant d'eux. Et ça, je trouve ça assez scandaleux. D'ailleurs, moi, si j'avais été à la commission Charbonneau, je vous garantis qu'il y aurait eu un chapitre sur l'informatique au Québec, dans les grandes entreprises, dans les universités, dans les municipalités. Donc, de ce point de vue-là, il faut être prudent. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rendre les communautés plus fonctionnelles. Je ne dirais pas plus intelligentes. Je pense qu'on est capable d'être intelligent sans gadget, mais plus fonctionnelles. Puis il y a beaucoup de municipalités qui, je pense, sont prêtes à travailler dans ce sens-là. Il y en a déjà qui le font. Là, il s'agirait de voir comment ce genre de mouvement-là, ce genre de projet-là peut venir s'insérer dans des dispositifs comme ceux-là. Je peux vous dire, chez nous, le concept d'HMB, oui, il y a des mini-maisons, on parle, c'est ça, première maison, dernière maison. On parle aussi d'un service de garde, infirmières ou auxiliaires qui peuvent s'occuper justement d'un résident tout seul. La maison intelligente, là, je pense que c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un d'intelligent qui va s'occuper de ta personne qui est à mobilité réduite, puis savoir si ça fait 2 jours que tu ne l'as pas vu sortir, mais va cogner, puis va voir. Fait que moi, je pense que je crois plus à ça. Merci. Julie Tremblay, urbaniste de la Ville de Lévis. Alors, bravo aux initiateurs du colloque parce que en urbanisme, effectivement, le monsieur ici à côté le dit, c'est pas toujours évident pour les citoyens. Puis, nous, les urbanistes, on essaie de vulgariser nos propos. On est prêt avec des lois. Alors, je pense que le colloque est intéressant parce qu'on en parle beaucoup des mini-maisons. Je pense qu'il y a eu un reportage pour votre municipalité. Alors, c'est dans un milieu rural.
Hier, j'arrivais ici, je me disais, bon, Lévis, est-ce que je viens là? Qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens chercher? Je suis très étonnée de voir la participation de toutes les régions. Puis je le comprends avec l'historique de M. Baudet. Effectivement, il ne faut pas oublier que ces mini-maisons-là, effectivement, c'était super intéressant. Les maisons mobiles en est c'est comme un vieux problème, effectivement. Alors, l'accès à la propriété, moi, j'ai retenu de vos propos la communauté, l'importance de la communauté pour ces projets-là, le côté social, être innovateur, droit à la propriété, etc. Moi, je dirais, oui, c'est vrai qu'on est technocrate au Québec, puis on essaie de tout normer, mais je me dis quand même que ce colloque-là est intéressant, puis l'Ordre des urbanistes pourrait peut-être nous aider à réfléchir aussi, parce que l'important, c'est de faire des projets avec une qualité de vie, avec une âme. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait des mini-maisons un peu partout, sans réflexion non plus. Donc, je pense que c'est autant intéressant dans les milieux ruraux, que Sherbrooke, il me disait tantôt que c'est un milieu urbain. J'ai hâte de voir, je ne sais pas si on va avoir une présentation de leur projet, mais je pense effectivement que c'est important. Il faut cumuler tous les concepts, là. Une qualité de vie, la communauté, et pas faire des projets non plus instantanés que les promoteurs nous guettent pour aller un peu partout dans les municipalités aussi. Donc, j'ai hâte de voir les concepts qui sont réalisés. Est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? 30 municipalités, on nous a dit qu'ils avaient pris le poste, et j'ai été surprise d'entendre ce chiffre-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin. Puis oui, il faut être innovateur, mais en même temps, il faut avoir une bonne réflexion pour que les gens qui auraient accès à la propriété, qui est une belle valeur en urbanisme, effectivement, et au sociétaire, mais il faut aussi les mettre dans un beau milieu de vie. Alors, verdure, plantation, trottoir, etc., etc. Puis des maisons qui sont un petit peu plus intéressantes peut-être une maison mobile qui est intéressante, mais un peu plus intéressante. Là. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur la citation de Pierre Thibault. C'est vrai qu'il y a des normes. C'est vrai qu'en urbanisme, il y a beaucoup de normes. On est incapable de savoir d'où ça vient. Et très souvent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pondu, puis tout le monde a dit, s'ils le font, ça doit être bon. On le fait nous autres aussi. Et donc, tous les municipalités font exactement la même chose. Bon, on ne sait pas, par exemple, pourquoi une marge de recul de 7 mètres en avant des maisons. Essayez de me trouver d'où ça vient. C'est impossible. C'est impossible. Tant de cases de stationnement par telle superficie de commerce, c'est impossible. Il y a des gens aux États-Unis qui ont essayé de trouver le chaînon, la source, là, et c'est impossible à trouver. Mais il faut se rappeler d'une chose. C'est pas pour rien que c'est apparu. À Montréal, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, dans les quartiers ouvriers, il y avait ce qu'on appelait des maisons de fond de cour. Puis dans certains quartiers plus défavorisés que d'autres, il y avait 2 rangées de maisons de fond de cour. Et la deuxième rangée était adossée à des maisons de fond de cour de l'autre bord, puis à 2 maisons latérales. Ce qui fait que pour un logement de 4,5, vous aviez une porte et une fenêtre comme ventilation, puis il y avait des latrines dans les cours. C'est pas pour rien que ces normes-là sont apparues. On avait construit des niveaux d'insalubrité dans le cadre de la Révolution naturelle absolument épouvantables. On n'approcherait même pas ces îlots urbains-là, nous, avec nos sensibilités d'aujourd'hui. Donc, c'est apparu pour ça. Est-ce que c'est excessif? Oui. Est-ce que ça doit être revu? Oui. Mais il faut se rappeler pourquoi c'était là. C'est pas gratuit. C'est pas juste pour faire vivre un fonctionnaire qu'on a fait ça. Il y avait des réalités. Donner un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans le Vieux-Terrebonne. Il y a des remises dans les cours arrière du Vieux-Terrebonne qui sont superbes. D'un point de vue patrimonial, c'est extraordinaire. Le problème, c'est s'il n'y a pas d'usage, on les perd. Et moi, depuis longtemps, je militais à Terrebonne pour qu'on permette une double occupation des terrains. Ça pouvait être un bureau, ça pouvait être une annexe d'une petite auberge, ça pouvait être un logement en bonne et due forme. Ça a pris des années avant que la Ville dise « oui, on va tester, oui, on va tenter la chose ». Maintenant, ça se fait. On sauve des remises extraordinaires. Il n'y a rien qui empêcherait éventuellement d'ajouter des bâtiments dans ces cours arrière-là, parce qu'il y a des terrains qui sont immenses. C'est des espaces d'une qualité pour la qualité de vie absolument extraordinaire, avec une végétation qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, il y aurait moyen de venir insérer dans des trames. Et des villes comme Sherbrooke, comme Drummondville, comme Victoriaville, comme Saint-Jérôme, où on n'a pas de la densité comme à Montréal, on n'a pas la mitoyenneté qui bloque complètement les fronts sur rue. Il y a beaucoup d'espace dans les cours arrière. On peut facilement y accéder en contournant la maison. On n'est pas obligé d'avoir des ruelles, on n'est pas obligé. Donc, il y a là des potentiels latents, des espaces qui ne demandent pas mieux que d'être mieux et plus appropriés. Il faut le faire intelligemment. Il
faut le faire en ordre à peu près convenable, mais moi, je pense qu'il y a là des laboratoires qu'on devrait explorer en parallèle avec des projets comme celui qui a été initié, où là, c'est carrément une communauté qu'on crée, mais il y aurait moyen de venir s'insérer dans des communautés existantes. Je pense que les potentiels sont là. Je pense qu'on pourrait assez facilement, effectivement, développer des modus operandi qui soient rassurants, notamment pour ceux qui peuvent avoir des craintes. Merci. Oui. Bonjour, Guillaume Lessard. Je suis avec l'ARPAN, une firme d'urbanisme à but non lucratif. Je trouve ça, bravo d'abord pour la présentation. Je pense que vous avez bien mis la table pour tout ce qui s'en vient. Puis moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est regarder ça dans une autre échelle aussi, justement. Le projet de Sherbrooke, finalement, c'est un peu une première étape qui donne de la crédibilité, de la confiance dans le mouvement, puis qui va permettre, justement, puis je suis content que vous l'ayez mentionné, M. Pinchot, M. Baudet, éventuellement de faire des annexes résidentielles, du logement accessoire et tout, parce que finalement, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Parce que les gens qui vieillissent veulent vieillir en place, veulent garder leur terrain souvent. Les jeunes comme nous, souvent, on n'aura pas les moyens de s'acheter une habitation. Vous l'avez très bien mentionné, les statistiques parlent. Puis dans le contexte du vieillissement de la population, bien, faire du développement intercalaire, donc dans des espaces qui sont disponibles, sur des grands terrains, faire un logement en arrière et tout. Mais ça prend aussi puis je pense que ça a été bien noté par la dernière intervention, ça prend une implication finalement des considérations urbanistiques. T'sais. Il faut que ça soit bien fait, puis il faut que ça soit fait en conscience de l'espace dans lequel ça s'insère, en respect du tissu du quartier. Il y a toute la question de l'acceptabilité sociale des projets. Il faut que les gens du quartier aiment le projet, sinon ils peuvent s'opposer, puis c'est pas ça qu'on veut finalement. On veut que ça s'insère, on veut que les gens aiment ça, puis on veut que ça contribue à une meilleure vie de quartier. Puis je pense que justement, le rôle des urbanistes, puis des sciences sociales, puis aussi, là, ça va être tout le mouvement qui se lance, là, la masse critique, les entrepreneurs, le financement, tout va suivre finalement pour créer un mouvement. Mais je suis vraiment content d'être ici avec vous parce que finalement, c'est un peu, on est en train de faire un moment clé dans le mouvement ici avec la création de la collectivité. Puis la question, justement, vous y avez répondu finalement, c'est un peu caduc, mais l'autre étape, c'est un peu ça, c'est les annexes résidentielles, logements accessoires pour finalement densifier doucement en respect du tissu urbain pour que nos villes soient plus accueillantes. Là. Mais il y en a une autre étape qui n'a pas été abordée pour l'instant. Dans le projet de Sherbrooke, il y a un certain soin qui est apporté à la question du stationnement. On ne veut pas que les gens se baladent en voiture partout dans le projet. On va les capter à certains endroits, puis ils vont marcher le reste. Il y a des sentiers et tout ça. Là, ce qu'il faut pour ces projets-là, ce qu'il faut pour les projets comme ceux de l'Antier, c'est de casser la dépendance à l'automobile. Parce que c'est bien beau de dire on veut garder les personnes âgées dans ce genre de communauté-là, mais les personnes âgées, à un moment donné, ils le perdent leur permis de conduire. Et il n'y a rien de pire pour une personne âgée que de ne plus pouvoir se déplacer. C'est le principal facteur d'accélération du vieillissement chez les personnes âgées, c'est l'immobilité. Et donc, il va falloir qu'on développe une approche communautaire de la mobilité dans les périphéries urbaines comme à Sherbrooke, dans les villages comme l'Antier, parce que si on reste en dépendance de l'automobile, on n'a réglé que très, très partiellement le problème. Il faut qu'on trouve une solution à cette histoire-là. Il faut qu'il y ait du communautarisme en matière de mobilité. Autrement, on risque fort de voir les gens à qui on adresse ou pour qui on prend ces projets-là ne pas être au rendez-vous parce qu'ils ne pourront pas vivre là-dedans s'ils sont isolés, s'ils sont pris sur place. La plupart des communautés ne seront pas assez grosses pour qu'on ait des services de proximité, toute la gamme des services de proximité. Donc, c'est un problème sérieux auquel il faut penser. Et dans les communautés dévitalisées ou en voie de dévitalisation, la question de la mobilité, c'est un élément fondamental. Merci. Martin, ça va être la dernière question. Il est 10h11, donc c'est ça. Donc, après ça, ça va être la pause. Donc, vas-y, Martin. OK, ma question elle s'adresse à M. Baudet, M. Belland. Moi, je suis entrepreneur. Je fabrique de la micro-maison sur roue. Je suis aussi entrepreneur général, licencié RBQ. Je fais aussi de la maison sur fondation. Selon certains clients potentiels, je profite du mouvement de la micro-maison, je suis riche, je suis un capitaliste sans vergogne. Par contre, quand je parle à mon directeur de compte chez Desjardins, lui, ce qu'il me dit, c'est que je suis pauvre. Okay? Donc, ma question vient du fait de dire, on parle beaucoup de projets de pérennité. Pour aller assurer la pérennité dans un projet, ça prend un certain niveau de qualité. La qualité, ça vient avec un prix. Fait que la question que j'aurais pour vous, ça serait quoi le mécanisme que vous voyez pour assurer, parce que la qualité coûte des sous. Quand on refile aux clients, c'est le client qui paye au final. Donc, ce serait quoi, selon vous, le mécanisme pour assurer justement que les technocrates et profiteurs n'entrent pas nécessairement dans le marché pour devenir encore plus capitalistes? C'est clair que la production artisanale des cadres bâtis, puis on le voit parce qu'au Québec, on a encore une industrie de la construction qui est très artisanale et coûteuse.
quand c'est la main-d'œuvre qui assemble tout, si on pouvait avoir davantage accès à plus de composantes pré-industrialisées qu'on assemble, le projet de Levittown aux États-Unis, c'était ça. C'était de dire comment est-ce qu'on peut optimiser le rendement dans la production. Je pense qu'on aurait intérêt. Dans le projet de Sherbrooke, on a des gabarits de base. Il y a Donc, on pourrait peut-être penser que certains éléments lourds des bâtiments sont pré-industrialisés. Puis ensuite, on personnalise à l'intérieur. Et là, on fait le bricolage. Là, on fait le petit ajout de la mezzanine, du petit ça. Mais si on avait des composantes un petit peu plus lourdes, préparées, un peu comme on fait avec les fermes de toit, où on gagne énormément plutôt que d'assembler ces 2x4 soi-même sur le chantier. Je pense qu'il y a là une voie d'avenir qui serait souhaitable. Je pense qu'on pourrait aussi, peut-être justement pour amorcer cette transformation du client en membre, on pourrait peut-être aussi demander à certaines institutions d'accompagner un laboratoire. C'est-à-dire une réflexion sur, justement, les enjeux de la construction dans des contextes de mini ou de micro-maisons. C'est-à-dire développer des stratégies, développer des catégories de matériaux plus adaptées. Parce que là, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, dans bien des cas, c'est qu'on fait ce que les Américains ont fait comme bêtise des années qui ont suivi la première crise du pétrole. C'est de prendre un porte-avions puis de le transformer en chaloupe. Ils ont coupé partout, mais ça a donné une chaloupe qui a coulé. Les Japonais avaient compris, eux autres, que quand on pense une petite voiture, il faut la penser comme une petite voiture et non pas comme une grosse qu'on fait refouler. Et je pense que dans le cadre des mini et des micro-maisons, on aurait besoin de repenser les mécanismes de production, parce que c'est pas un gros bungalow ou un moyen bungalow qu'on rapetisse, c'est quelque chose qu'on construit comme petit dès le départ. Ça compléterait. Peut-être, on a 2 petites minutes encore, je vois. Juste vous redire par rapport à ce qui a été nommé tantôt, dans les années 40 au niveau coopératif, pour y être dedans depuis une vingtaine d'années, c'est juste que dans les années 40, les coops, c'était des coops de construction. Elles étaient créées pour mettre ensemble des futurs propriétaires privés et à la fin, la coop disparaissait. Donc, ce n'était pas un échec en soi, c'était l'objectif. La première, dans les années 40, était justement à Asbestos, en Estrie. Après, les coops d'habitation ont été surtout locatives, beaucoup au début des années 70, et dans celle qui est le plus répandue. Et il se trouve que ça a commencé à Sherbrooke, ici au centre-ville. Et la coop de propriétaire, une nouvelle formule de coop d'habitation, d'accession à la propriété, bien, il semble que dans la prochaine année, ça va commencer à Sherbrooke également. Alors, on est bien content de ça, mais c'était juste pour recadrer aussi qu'à l'époque, ce n'était pas un échec en soi, les coops de construction, mais avec le temps, c'était moins réalisable de garder ce type de coop-là. Par contre, on travaille des projets au Sénégal, entre autres, et un peu partout dans le monde. Ils continuent à se développer, ce type de coop-là, qu'on essaie de voir comment ça peut se poursuivre après la construction. Mais malgré cette petite parenthèse, quelques des éléments techniques, vous dire, dans le fond, en sortant ici, café, viennoiserie, bonne pause et bonne suite de colloque. Merci aux panélistes.